Samedi matin 9h, la matinale week-end en direct. Si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, soyez les bienvenus. Merci de votre présence et de votre confiance. Voici les titres à la une de votre samedi matin. Si vous ouvrez l'œil, le confinement ne doit pas se relâcher avec le début des vacances. Les contrôles s'intensifient sur les routes, dans les gares aussi. Objectif, sévir si les Français ne jouent pas le jeu. On retrouvera ce matin nos envoyés spéciaux sur le terrain. Au total, 160 000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce week-end. Pourquoi on vous dit de respecter le confinement? Parce que nous sommes peut-être face aux premiers effets justement de ce confinement. Le nombre d'admissions en réanimation est en baisse depuis lundi. 263 hier contre 475 lundi dernier. Pas de victoire certes, mais un doux espoir. On va en reparler avec nos invités. Les médecins en première ligne, comme beaucoup de professions, c'est le cas aussi des caissières et des caissiers que vous voyez à la caisse de votre supermarché tous les jours. L'inquiétude monte de plus en plus. Témoignage à suivre, ce sera dans quelques instants. Bonjour à tous, très bon réveil. Nous sommes samedi matin, matinal week-end en direct, bien sûr consacré encore une fois ce matin au coronavirus. Je vous présente nos invités qui nous ont rejoints sur ce plateau pour cette nouvelle heure. Nous avons bien sûr toujours Daniel Simeka qui est avec nous. Daniel, rebonjour. Il y a aussi bien sûr Guillaume Bigot qui est toujours avec nous, politologue Guillaume. Et puis nous rejoint à l'instant sur ce plateau Cathy Legac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière, co-secrétaire générale du syndicat Sud Santé. On voulait absolument vous avoir ce matin pour nous parler du terrain. On vous entendra bien sûr dans quelques instants avec attention. Pour réagir en direct, hashtag la matinale week-end. On est ensemble plus que jamais, vous l'aurez compris. Un week-end donc de contrôle renforcé sur tout le territoire français. Vacances sous surveillance, titre ce matin Le Parisien aujourd'hui en France. Objectif, dissuader les départs en vacances et faire absolument respecter le confinement qui ne doit pas, surtout pas fléchir. Sur le terrain, c'est plus de 160 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés. C'est un dispositif tout simplement exceptionnel. Roselyne Munal, on vous retrouve ce matin en direct avec Florent Ferraud depuis le péage de Fleury-en-Bière. C'est en Seine-et-Marne, lieu stratégique en direction du sud de la France où les gendarmes sont mobilisés depuis très tôt ce matin. Roselyne, racontez-nous. Oui, tout à fait. Ils sont mobilisés depuis 7h du matin pour effectuer des contrôles. Alors globalement, c'est assez calme. Les franciliens respectent bien le confinement. Au total, c'est 25 gendarmes qui sont là depuis 7h du matin sur le pont à effectuer des contrôles, à s'assurer que les automobilistes ont bien sur eux les attestations qui leur permettent de circuler. Sinon, attention, c'est 135 € d'amende et l'obligation de faire demi-tour. D'ailleurs, ce matin, on a assisté à 4 verbalisations et dont un automobiliste qui a été escorté par 2 motards. Donc vous voyez, on s'assure vraiment à 100% que les automobilistes respectent ce confinement. On les escorte même jusqu'à la capitale. Donc je vous ai dit au total il y a eu 4 verbalisations. C'est très peu, nous disait tout à l'heure le chef d'escadron qui se réjouit que les franciliens respectent bien le confinement. D'autant qu'ici, je vous rappelle qu'on est en zone C. C'est le début des vacances de printemps. Donc vous voyez, on fait des contrôles mais globalement on est assez satisfait. Je rappelle que ce dispositif ici va durer tout le week-end. Au total, en Ile-de-France, c'est 8000 forces de l'ordre et militaires qui sont mobilisés de jour comme de nuit. Et on nous a dit tout à l'heure que ça allait continuer la semaine prochaine, mais vous en doutez, cette fois, ils seront moins nombreux. Merci beaucoup, Roselyne Munal, avec les images de Florent Ferraud qui vous accompagne. Bonjour, Pierre Barbin, on vous retrouve, vous, ce matin, en direct avec Jimmy Hutcheon depuis la gare Montparnasse à Paris. Parce qu'il y a des contrôles sur la route, il y a aussi des contrôles, Pierre, à l'entrée des gares parisiennes. Oui, et ce qu'on peut dire d'abord, les forces de police sont arrivées un peu plus tard que sur les péages. Elles sont arrivées à 8h ce matin et on peut le dire d'abord, les consignes semblent être respectées aussi, ici aussi, pardon. On peut dire aussi peu de voyageurs pour l'instant. La raison, elle est simple, c'est que 6 TGV partiront aujourd'hui de la gare Montparnasse seulement. C'est bien loin du trafic habituel, vous le savez. Malgré ça, vous le voyez derrière moi, les contrôles s'enchaînent. Tous les voyageurs doivent passer ici, doivent se présenter aux forces de l'ordre. Ils sont arrêtés par les forces de l'ordre. Ils doivent d'abord présenter leur titre de transport, leur carte d'identité, puis leur attestation de déplacement. Ces contrôles, vous le savez, ils sont faits pour faire respecter le confinement et donc empêcher les Français, les Parisiens de partir en vacances. Mais pour l'heure, je vous le dis, il faut le dire, les Parisiens et les Français semblent être assez disciplinés, même si une verbalisation vient d'être effectuée.
beaucoup Pierre Barbin avec les images de Jimmy Ucheon. Et bien sûr, restez chez vous pour sauver des vies. On vous le répétera jamais assez si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Guillaume Bigot est politologue, toujours avec nous sur ce plateau. Ces contrôles ont été renforcés. On l'a vu depuis hier. Prise de parole du ministre de l'Intérieur. Prise de parole aussi du préfet de police de Paris avec une polémique en toile de fond. C'est-à-dire que cette verbalisation, ces verbalisations qu'on met en place depuis maintenant plusieurs jours, ce renforcement, c'est aussi une question politique ? C'est forcément une question politique parce que derrière, c'est l'autorité de l'État qui est engagée à faire appliquer des consignes qui sont des consignes indispensables. Donc il est fondamental que le grand public, que tous les citoyens comprennent le fondement. Donc si l'autorité de l'État s'abîme parce que, pardon d'être un peu trivial, l'État pète un câble ou a des propos complètement déplacés, c'est ça qui se joue derrière en fait. C'est pas, l'idée n'est pas de taper sur l'ambulance l'allemand ou de... Voilà, il a d'ailleurs fait ses excuses lui-même, tout le monde a droit à l'erreur. Mais le problème, c'est que cet homme incarne l'État. Donc si l'État se met... D'ailleurs, il y a des signes déjà avant-coureurs pendant la crise des Gilets jaunes. Souvenez-vous, puisque le préfet allemand est coutumier du fait, il avait commencé par dire... Enfin, il n'a pas commencé. Dans la crise des Gilets jaunes, il a dit « Je ne suis pas dans votre camp », parlant à une Gilet jaune qui était manifestement assez calme. Donc autant il est attendu d'un préfet de police, surtout en situation de crise, d'avoir une attitude, disons, très ferme et intransigeante, autant dans la parole, il ne peut pas semer la discorde et semer la division. Là, dire que des patients en réanimation seraient responsables eux-mêmes, c'est bien sûr de nature à révolter l'opinion publique contre l'État. Or, on n'a vraiment pas besoin que l'État jette de l'huile sur le feu. Au contraire, on a besoin que l'État unisse et on a besoin, bien sûr, que l'État soit ferme dans les actes et calme dans la parole. Or, c'est l'inverse qui se passe, puisque on a vu aussi que l'État pouvait, avec des indiscrétions qui étaient sorties dans l'entourage de Laurent Nunez, qu'il est consigne d'y aller mollo auprès de bandes de jeunes ou de racailles qui faisaient du trafic de stupéfiants parce qu'il ne fallait pas mettre le feu aux poudres. Donc vous voyez, on a l'impression qu'on s'en prend aux gens qui globalement respectent les consignes et de l'autre côté, on va mettre la poussière sous le tapis. Même raisonnement en ce qui concerne les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui n'ont pas eu de masque, qui n'ont pas été protégées, que faisait le préfet allemand ou que faisait l'État quant à la protection de ses propres agents qui eux-mêmes sont chargés d'assurer l'ordre public. C'est peut-être en effet des policiers qui sont aujourd'hui en réanimation qui sont en fait les victimes du manque de prévoyance du préfet allemand ou de l'autorité de l'État et pas les gens qui sont en réanimation parce qu'ils ont contracté le Covid. Donc il est important de jouer ça sur la durée parce qu'en effet là il y a peut-être des bonnes nouvelles sur le fait que les confinements portent ses fruits, mais si on lève le confinement trop rapidement, évidemment, ça va repartir. D'où l'importance de maintenir une parole de l'État qui soit vraiment forte et donc acceptée. Alors justement, Guillaume Bigot, ne pas partir en vacances, respecter absolument le confinement, ce n'est pas le moment de relâcher ses efforts parce qu'on arrive peut-être enfin aux premiers effets de ce confinement. En tout cas, il y a un doux espoir avec les chiffres des admissions en réanimation. Regardez justement, depuis lundi, ce chiffre des admissions est bel et bien en baisse. 475 lundi dernier, 382 jeudi, 263 hier vendredi. On reste bien évidemment très prudent, mais c'est bel et bien encourageant. On vous entend dans quelques instants, Guillaume Bigot, sur ça, mais d'abord je voulais me tourner vers vous, Cathy Legac. Rebonjour, vous êtes infirmière, co-secrétaire général du syndicat Sud Santé. D'abord, vous avez été sur le terrain cette semaine ? Ah oui, je suis sur le terrain depuis le début. Je félicite d'ailleurs tous mes militants qui ont tous repris, on va dire, la blouse. On a été instinctivement, c'est notre cœur de métier, infirmiers, aides-soignants, ouvriers, administratifs. On a tous été dans nos services respectifs et depuis le début, oui, en réanimation. Cathy, lorsque je parle ce matin d'un doux espoir avec ce nombre d'entrées en réanimation qui baisse depuis lundi, je le disais, seulement, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, 263 hier, vendredi. Vous me rejoignez sur ce point de vue-là, sans bien sûr dire aux gens tout va mieux, on arrête tout, vous pouvez ressortir, mais c'est un encouragement ? C'est certainement un encouragement, c'est certainement le fruit du confinement. Nous, sur le terrain, on ne le voit pas vraiment. Nos réanimations sont toujours aussi pleines, avec des patients toujours aussi graves. On a proportionnellement très peu de patients qui sortent, je trouve, en bonne santé, on va dire. On a plutôt l'inverse.
Et puis c'est des patients qui restent longtemps, qui s'aggravent avec le temps aussi. Donc nous, on ne le voit pas directement, cette baisse. C'est plutôt les médecins qui sont à la régulation, qui voient le nombre d'appels diminuer. Nous, sur le terrain, concrètement auprès des patients, on a eu beaucoup de transferts, comme on a vu vers les régions, mais beaucoup d'entrées aussi. Donc voilà, c'est ça, nous, le concret sur le terrain. Sur vos conditions de travail au quotidien, sur les masques, sur les blouses, sur les lunettes, vous en êtes où concrètement vous ? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand j'ai repris le service, on a eu une formation nous disant faut mettre une surblouse, le masque, les lunettes, la charlotte. Et aujourd'hui, avant que je reparte, j'ai travaillé jeudi dernier, on a un médecin hygiéniste qui vient nous dire il n'y a plus de surblouse, donc tout ce qu'on vous a appris 15 jours auparavant, vous oubliez, on va faire autrement, on va essayer de trouver des blouses lavables. Et là, j'ai vu des collègues inquiets, anxieux, parce que remettre une blouse qui a été déjà portée par quelqu'un d'autre, il peut y avoir des fautes, qu'on dit des fautes d'asepsie. Donc une anxiété grandissante, des professionnels disant moi si c'est comme ça, ça va pas le faire, parce que nous aussi on a nos familles. On rentre à la maison, on a aussi et une peur grandissante et un vrai problème de matériel, des masques périmés. Alors ils sentent mauvais quand vous l'avez sur le nez, et 2, c'est pas rassurant. On nous dit c'est les élastiques qui sont périmés, mais on est des soignants, on a eu une formation à l'hygiène, une formation pointue, et on nous fait croire l'inverse, et c'est pas possible. Guillaume Bigot, vous vouliez réagir justement sur ces chiffres d'entrée en réanimation qui est en baisse, donc je le disais depuis lundi. Oui, parce que vos confrères du Monde hier indiquaient que 6662 lits de réanimation étaient mobilisés en France il y a 12 heures de ça. Or, d'après les déclarations du professeur Salomon, on a une capacité maximale qui a été augmentée d'ailleurs de 7000 lits de réanimation. Donc il y a 2 interprétations possibles de cette infection quand même assez rapide. Si on fait un petit calcul de dérivée, ça descend quand même très vite. Alors, il faut s'en réjouir parce que ça peut être l'effet, en effet, du confinement. Donc ça serait la bonne nouvelle. De toute façon, il faut rester optimiste parce que ça arrivera tôt ou tard. Mais il y a une autre interprétation possible qui est un peu plus lugubre, disons, c'est qu'il n'y a plus de lit en réanimation et donc on ne prononce pas l'admission en réanimation, tout simplement parce qu'il n'y a plus de lit. Et ça serait vraiment fâcheux. C'est pour ça que je réinsiste lourdement. Il ne s'agit pas de gêner les pouvoirs publics, encore moins les autorités sanitaires, en posant des questions qui dérangent. Mais nous sommes une grande démocratie, une grande république. La parole doit circuler librement, on doit pouvoir poser des questions. Si l'État s'amuse à expliquer, à habiller la réalité en la repeignant avec des couleurs arc-en-ciel alors que derrière ça ne va pas, parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, je ne crois pas être le seul, c'est que la fameuse chloroquine qui a défrayé la chronique. Alors là, attention, il faut faire des tests en double aveugle, on ne sait pas. Alors, finalement, on l'a laissé faire, heureusement, parce que à la guerre comme à la guerre. Mais par contre, le Rivotril, qui est un médicament, là, il y a des soignants autour de moi, qui est un Rivotril, il faut arrêter de prendre les gens dans un imbécile. Qu'est-ce que c'est le Rivotril ? C'est un médicament de soins palliatifs, c'est pour la fin de vie. Les effets secondaires sont gravissimes. Donc si on autorise ça de manière, et c'est l'État qui a autorisé ça de manière dérogatoire, c'est bien sûr parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas être en réanimation, qui vont mourir chez eux. Daniel Simeka, médecin généraliste donc de terrain, au plus près des Français au quotidien. Votre ressenti, vous, sur le terrain, depuis maintenant quelques jours. Vous avez reçu des masques, vous, seulement mercredi. Seulement mercredi. Effectivement, je confirme que les précédents sentaient très mauvais. Moi, ce que j'observe surtout, et je crois que je ne suis pas le seul, c'est une augmentation du nombre de cas. Enfin, moi, ma vie de médecin a changé en 15 jours. Où je recevais mes patients au cabinet tranquillement et où là, je fais des téléconsultations du matin au soir avec pratiquement un seul motif de consultation. Donc, on est vraiment dans le dur actuellement et je crois que surtout, il y a une prise de conscience et la petite boulette là dont on parlait tout à l'heure du préfet le montre bien. La prise de conscience de notre interdépendance. C'est pas celui qui prend des risques qui va en réa. Celui qui prend des risques, il envoie les autres en réa. Et il y a une plus que jamais, on le savait déjà, les discours écologiques nous le disaient, mais on se rend compte que nous sommes tous en réseau.
Cathy Legac, il y a cette réanimation dont on parle beaucoup, parfois jusqu'à 2 à 3 semaines, et on commence à en parler déjà, ça y est, de la post-réa, sur les effets secondaires d'une réanimation. Moi, on m'a dit réapprendre à parler, parfois même à déglutir, à marcher, à faire des mouvements. Cette convalescence aussi, ces patients, il va falloir aussi les accompagner pendant plusieurs semaines après. Est-ce que vous y pensez déjà ? Alors oui, il va y avoir des conséquences à la réanimation, mais comme toutes les réanimations, à chaque fois qu'on passe en réanimation, j'entendais tout à l'heure, il y a une fonte musculaire, donc il faut réapprendre. D'où l'importance de certains médicaments, voilà, comme le Curare par exemple. Il y a une fonte musculaire. Après, le fait d'avoir été intubé, ventilé, il y a le tuyau dans la bouche, donc on a une espèce de gêne au niveau de la gorge, un peu type, si on peut, type angine, quoi. Enfin voilà, donc il faut tout reprendre petit à petit. Puis c'est malgré tout un petit c'est un traumatisme aussi. La difficulté respiratoire, elle va rester un tout petit peu aussi après la réanimation. La réanimation n'est qu'un épisode dans la maladie du patient. Il va devoir aller en salle une fois et on les sort très très vite de réanimation une fois qu'ils vont mieux. Mais ils ne sont pas guéris à 100%. Et après, ils vont aller dans des soins de suite, certainement. Cathy, en quelques mots, vous étiez sur ce plateau il y a 15 jours, je crois. Est-ce que le profil des patients que vous avez vu jeudi, par exemple, lorsque vous travaillez, est-ce qu'il a changé ? Non, c'est à peu près la même chose. On a beaucoup je trouve, de patients jeunes. Pas avec beaucoup de ce qu'on appelle la comorbidité, c'est-à-dire avoir un petit antécédent d'hypertension, diabète et autres. Je trouve que il reste longtemps. Moi, j'ai récupéré des patients qui étaient encore là, qui, me semblait-il, avaient un mieux, et puis on les retrouve, non, ils vont moins bien. Donc c'est vraiment en dents de scie. C'est compliqué pour nous. Et oui, sur les EHPAD, moi, je pense que il y a peut-être une baisse en réanimation parce que on fait certainement un tri. Alors c'est pas bien de dire ça. Éthiquement, c'est très dur pour nous, et je pense qu'éthiquement pour les gens qui ont les coups de fil en disant faudrait prendre ce patient en réanimation, ça doit être aussi très compliqué. Oui, on a vu passer le décret sur le Rivotril en EHPAD. C'est très compliqué pour nos personnels qui font partie de l'hospitalisation à domicile, qui travaillent en EHPAD, à qui on demande de faire ça. Moi, je suis très inquiète. On commence à avoir les chiffres sur les EHPAD. Au moins 1416 morts, au moins. Je suis très inquiète pour nos personnes âgées qui sont pris... On va y revenir très longuement avec vous dans quelques instants. 1416 morts, ce sont les premiers chiffres officiels qui ont été communiqués hier. Bien sûr, le bilan pourrait très largement s'alourdir. Rendons aussi hommage ce matin, encore une fois, à nos caissiers et nos caissières, eux aussi en première ligne, au contact de centaines de personnes chaque jour. Ils s'inquiètent de plus en plus. Témoignage. On est en contact de pas mal de gens. On ne sait pas. La maladie, cette maladie, elle est invisible en fait. Donc on ne sait pas qui l'a pas. On ne sait pas. Donc on se retrouve devant des clients, des milliers de clients qui passent par jour. Et nous, on est devant cette maladie en fait en permanence, quoi. Donc il y a la crainte quand même. Voilà, et on leur rend hommage encore une fois ce matin, hommage appuyé. Dans quelques instants, Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, sera notre invité via Skype. On le retrouvera en direct, infecté par le Covid-19. Il va mieux, il nous racontera son retour dans son cabinet dans quelques instants. On marque une pause et on revient. Garantir des prix moins chers, c'est nous. Sobrico.com Qui propose de vrais conseils d'experts, c'est nous. Sobrico.com Qui livre en 24 heures quincaillerie, outillage et milliers de références. Sobrico.com Mais aussi la plomberie, outils pro petit prix, confiance et garantie. Sobrico.com Entrepreneur, on ne vous lâchera pas. Prenez dans votre banque le prêt garanti par l'État. Il peut représenter l'équivalent du quart de votre chiffre d'affaires 2019. Renseignements auprès de votre banque habituelle et sur bpifrance.fr.
pas ce soir, c'est moi qui décide. On finit toujours par se mettre d'accord autour de la TV d'Orange. Orange. Aujourd'hui, vos informations sont plus exposées que jamais. Lorsque vous achetez en ligne, vous vous connectez ou vous naviguez sur le web, vos informations pourraient être la cible de cybercriminels. Plus de menaces en ligne demandent plus de protection. C'est pourquoi Norton 360 offre plusieurs niveaux de protection. Sécurité de l'appareil, VPN sécurisé, gestionnaire de mots de passe, sauvegarde cloud, dans une seule solution. Norton 360, à partir de 29,99 € pour la première année. Home is everywhere I go with you. No stars too far away. Parce que l'immobilier, ce n'est pas qu'une question de mètres carrés. Chez Century 21, on vous trouve le bien qui vous va vraiment bien. Century 21, parlons de vous, parlons bien. La nouvelle agriculture. Mon père, il est tellement fort qu'il élève ses poulets sans antibio, évidemment. Mon papa, ma maman, ils sont plus forts que tout. Bravo, c'est très bon, je suis trop fière de vous. Poulet, la nouvelle agriculture, élevée sans antibiotiques et nourrie sans OGM. La nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs. En direct, notre invité Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Bonjour Jean-Paul, je le disais, vous avez été infecté par le Covid-19. Et franchement, avec Daniel Simeka sur ce plateau, on vous regardait avant la publicité sur nos retours et on se disait, Jean-Paul, il va quand même un peu mieux. Rassurez-nous, ça va Jean-Paul ? Ça va, même si je suis pas très fringant, ça fait maintenant, je travaille depuis lundi. C'est pas mal parce que on travaille à peu près un peu en dessous de la moitié de notre activité habituelle et c'est plutôt sympa parce que bon les médecins font du secrétariat alternativement puisque les secrétaires sont confinés chez elles et on a détourné la ligne du cabinet et on fait l'accueil du secrétariat à tour de rôle pour assurer une permanence à peu près de 8-9 heures par jour au secrétariat. Ça se passe plutôt bien. Jean-Paul, hier soir sur mon canapé, je me posais une question en me disant je vais avoir Jean-Paul Hamon demain matin via Skype. Je me disais, est-ce que cette épreuve du Covid-19, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie, Jean-Paul ? Ouais, c'est vrai que pendant quelques jours, on a largement le temps de réfléchir. On a beau dire et répéter que c'est une maladie dont on guérit. Le santé, c'est Jean-Paul Hamon. À 98%. Mais on se dit quand même qu'il y en a quand même 2% qui s'en sortent pas. Et c'est vrai que quand vers le 8e, 9e, 10e jour, j'ai fait des poussées fébriles à tremper le lit la nuit, à changer 2 fois de t-shirt, on se demande un petit peu ce qui vous arrive. Et puis avant ça, il y a un épuisement complet. Et puis on regarde les nouvelles, on voit les gens qui meurent, on voit les gens qui sont en réanimation, on voit les soignants, les infirmières qui sont contaminés, qui sont en réanimation, qui décèdent. Et je peux vous dire que bon, même si on pense qu'on fait une forme légère, il y a quand même une angoisse qui est là en permanence. Et sincèrement, je suis content d'en être sorti et je comprends l'angoisse des Français face à ce virus. Jean-Paul, on parle depuis maintenant plusieurs heures d'une pénurie possible de médicaments essentiels à la réanimation. Je pense bien sûr à ce célèbre médicament, le Curare. Est-ce que vous avez des remontées à ce niveau-là et est-ce que cette possible pénurie vous inquiète en tant que médecin ? C'est vrai que c'est inquiétant. Pour le Curare, j'en ai entendu parler, mais j'ai vu que, par exemple, pour le midazolam, qui est un produit qui est quand même remarquable de souplesse, on en manque. J'ai vu qu'il y avait un décret qui était sorti en catastrophe pour nous autoriser
à prescrire du Rivotril en injectable, alors qu'on n'a toujours pas le droit de le prescrire en gouttes. Mais on se rend bien compte que on est en train de gérer la pénurie de médicaments et après l'indépendance de production des masques, après l'indépendance de production des tests, il va falloir effectivement qu'on réfléchisse à l'indépendance de production des médicaments. Et je pense qu'il faudra relocaliser d'urgence. C'est une des leçons de cette crise. Jean-Paul, justement, sur les effets secondaires, cette convalescence post-réanimation, on n'en parle pas encore beaucoup pour l'instant, mais c'est aussi une réalité qu'il va falloir aussi prendre en charge. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que les médecins libéraux ont fait des propositions au gouvernement de prendre en charge les retours à domicile. De voir si pour des gens qui ont quitté l'hôpital mais qui ont encore besoin d'un petit peu d'oxygène, pardon, on pourrait avec les infirmiers libéraux, les médecins libéraux, à condition naturellement qu'on soit enfin équipé correctement, on pourrait prendre en charge à domicile ces patients. C'est une chose à envisager parce qu'il faut libérer l'hôpital des pathologies qui sont moins lourdes parce que on se rend bien compte que le personnel hospitalier n'est pas extensible, même si beaucoup de personnes se portent volontaires pour travailler alors que c'est plus de leur compétence. Mais c'est vrai qu'on voit une grande solidarité et en même temps une grande inquiétude parce que on se rend bien compte que alors qu'on parle de déconfinement, on se rend bien compte que le pic épidémique n'est pas atteint. On s'accroche à tous les signes qui font que on se dit ça augmente moins vite qu'hier, etc. Mais on est encore en plein dedans et il va falloir tenir. Oui, effectivement, on ne parlera pas du déconfinement ce matin ici. En tout cas, c'est hors sujet, en tout cas d'après moi. Daniel Simeka, vous le connaissez, je crois, Jean-Paul Hamon. Il avait une question à vous poser, Daniel, ce matin. Oui, bonjour Jean-Paul. Moi, je suis ravi de te voir en meilleure forme. Je voulais te poser une question très simple. Je connais ta personnalité. Est-ce que tu penses que le tonus mental, la posture mentale est un élément fort? C'est intéressant pour les gens qui nous écoutent de savoir qu'il faut garder le moral et j'ai l'impression quand même que ça a été ton cas. Oui, ça a été toujours le cas, tu vois, mais quand même, même en ayant un moral d'acier, tu te dis, tu vois les gens qui meurent autour de toi, des gens qui avaient largement un moral aussi fort que le tien. Tu vois, je pense à Devedjian qui a tweeté 2 jours avant son décès que ça allait mieux, qui remerciait et puis 2 jours après, on apprenait sa mort, tu vois. Donc, tu as des tas de personnalités, tu as des tas de personnes jeunes qui sont décédées. Et tout ça, si tu veux, quand tu vois les nouvelles et que toi, tu es touché, tu te dis, bon, j'ai passé le 6e, 7e, 8e jour. Tu te dis, bon, là, peut-être qu'il y a un décalage sur le 9e, 10e, 11e jour parce que je suis en train de tremper, donc je vais peut-être faire un cas clinique. Tu vois, donc, tu es toujours inquiet quand même, tu vois. Et même en ayant le moral, tu as toujours une forme d'inquiétude qui atteint vraiment. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon, d'avoir été avec nous ce matin. Ça bosse aujourd'hui, Jean-Paul, ou pas, alors? Ouais, non, c'est tranquille, là, c'est tranquille. Je vais commencer à 9h, là, et on est plutôt tranquille aujourd'hui, ça va aller. Allez, bonne journée à vous, et on prend de vos nouvelles très vite. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon. La météo et votre journal, au revoir. Retrouvez la météo avec BWT, des solutions pour l'eau de votre maison, de vos boissons et de votre piscine. BWT, Best Water Technology. Le temps sera dégagé, le soleil dominant sur l'ensemble de la France ce matin, sauf dans le nord du pays où de la grisaille est attendue. Du côté des températures, il fera moins 2 degrés à Nancy, Clermont-Ferrand et au Puy-en-Velay, bien loin des 8 degrés attendus à Nice. Cet après-midi, l'ensemble du pays sera ensoleillé avec quelques nuages dans le nord de la France. Des rafales de vent sont attendues sur la pointe bretonne et en Corse. Il fera 16 degrés à Nancy, Caen et Perpignan cet après-midi. Les températures seront printanières sur la côte atlantique, avec 22 degrés attendus à Bordeaux et Biarritz. C'était la météo avec BWT, des solutions pour l'eau de votre maison, de vos boissons et de votre piscine. BWT, Best Water Technology.
Samedi matin, pratiquement 9h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Matinal Weekend en direct jusqu'à 10h. Hashtag la Matinal Weekend pour réagir en direct. Voici les titres à la une si vous ouvrez l'œil ce matin. Dans quelques instants, une immersion dans un service de réanimation. Les images que vous allez découvrir sont rares. Elles témoignent de l'engagement plein et entier de nos soignants aux côtés des malades du Covid-19. C'est à suivre dans quelques toutes petites secondes. À la une également ce matin, le confinement qui ne doit pas se relâcher avec le début des vacances. Les contrôles s'intensifient sur les routes, dans les gares. Objectif, sévir si les Français ne jouent pas le jeu. On retrouvera ce matin nos envoyés spéciaux sur le terrain. Au total, 160 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Face à la crise sanitaire, les Français sont-ils en train de changer leur mode de consommation? À Bordeaux, un grand drive fermier est bel et bien actif en plein centre-ville, sans contact, pour éviter bien sûr la propagation du virus. Reportage CNews à suivre, ce sera à la fin de ce journal. Bonjour à tous, très bon réveil et soyez les bienvenus. Matinal Weekend encore une fois consacré ce matin au coronavirus. Je vous présente nos invités qui sont toujours avec nous sur ce plateau si vous nous rejoignez à l'instant. Guillaume Bigot qui est politologue, Daniel Simeka qui est médecin généraliste et on va entendre longuement dans quelques instants Cathy Legac qui est infirmière, co-secrétaire générale du syndicat Sud Santé. Hashtag la Matinal Weekend pour réagir. On est ensemble bien sûr plus que jamais encore une fois ce samedi matin. Mais d'abord, voici comme promis un document. Immersion dans un service de réanimation. Regardez justement à quoi ressemble une chambre de réanimation dans un hôpital parisien. Et voici les images de la clinique Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine. Elle participe, vous le savez, au désengorgement des hôpitaux publics parisiens. Vous allez découvrir des images que l'on voit rarement. L'engagement des personnels de santé y est bien sûr total. Les images, le récit de Elliot Deval. Vas-y. À la clinique Ambroise Paré, la guerre contre le coronavirus ressemble à cela. On arrive à le stabiliser, éventuellement on pourra mettre une soigne. Dans cette réanimation, le plus jeune a 35 ans, le plus vieux 77. Il y en avait un de 81 qui est sorti hier, guéri. Comme quoi tous les personnes âgées ne décèdent pas, hein. L'établissement a bouleversé son organisation. Désormais, 3 étages sont dédiés aux malades du coronavirus. 60 lits montés, dont 35 en réanimation. Au rez-de-chaussée, les 16 patients les plus lourdement touchés. Depuis lundi, 5 ont été déjà extubés. Alors quand un malade est tiré d'affaire, il faut le remplacer au plus vite pour sauver une nouvelle vie. Elle est aux urgences de Bobigny, donc il faut faire le lit assez vite. Bon, allez, on fait la visite. Il a été monté, le malade extubé, là. On pourrait le monter d'Ardard, là, parce qu'ils nous attendent pour nous envoyer d'autres. Le service tourne 24 heures sur 24. Des caméras arrivées sur les chambres des malades placées sous respiration artificielle. Ici, les infirmiers scrutent leur constante et n'ont qu'un seul objectif. Faire en sorte que les patients soient stables. C'est ça qui est un peu plus dur. En fait, ça vacille d'1 minute, ils vont bien. Après, ça va pas bien. Je voulais décubitus ventral pour les aider un petit peu, mais c'est ça le plus dur, sinon la fatigue, on oublie. Les hôpitaux publics, surtout en région parisienne, arrivent à saturation. La prise en charge des patients dans les établissements privés devient un enjeu vital. Dans toute la France, 500 cliniques sont aussi mobilisées contre la pandémie. Voilà pour les images qu'on voulait vous montrer ce matin. Cathy Legac, je le rappelle, infirmière. Ce qu'on montre à l'instant, c'est votre réalité du quotidien. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est notre quotidien. C'est s'habiller, se déshabiller X fois par jour. Bon, je disais tout à l'heure, hein, on va avoir des problèmes de blues pour l'instant et on est comme à Ambroise Paré. Et moi, j'ai une pensée parce que nous, on est en réanimation, en Covid+, on va dire, sécurisé. On a à peu près le matériel et encore une fois, il va manquer. Mais je pense à mes collègues qui sont en salle et il y a eu des services entiers qui ont été mis pour les Covid, alors qui n'ont pas besoin de réanimation, mais qui ont besoin quand même d'une surveillance, qui ont besoin d'une hospitalisation. Et eux, les masques sont mis dans le bureau des cadres, fermés à clé. Si la cadre n'est pas là, faut attendre d'avoir un masque. Voilà, c'est aussi très très compliqué en salle, dans les services des urgences où ils reçoivent et où le patient va se dégrader très très vite, dans les services
qu'on appelle nous le déchoc, c'est-à-dire où on va tous les techniquer de façon rapide avec tous les risques, parce que quand il est intubé, ventilé, le patient, il ne postillonne plus. Mais avant ça, il faut l'intuber. Et là, il y a un fort risque. Et je veux surtout donner un hommage à tous ces soignants contaminés. On en a quasiment 1800. Justement, les chiffres sont incroyables. Dites-nous les chiffres. Alors, sur l'assistance publique hôpitaux de Paris, on a 1850 personnels contaminés. C'est-à-dire aussi bien médecins que infirmiers. Tout inclus. Et entre le 31 mars entre le 1er avril et le 2, on en avait plus 200. Alors, des personnes contaminées dans l'exercice de leur profession, et puis aussi à l'extérieur, on sait. Mais voilà, particulièrement pour ces soignants, ces hospitaliers, parce que c'est pas que des soignants, ces hospitaliers. Une pensée particulière aussi à des collègues personnellement que je connais qui ont été contaminés au sein de leur profession. Vous êtes mère de famille, c'est le cas de bon nombre d'infirmiers, d'infirmières, de médecins aussi, bien sûr. Des témoignages bouleversants, encore une fois, cette semaine, de celles et ceux qui font le choix, par exemple, de ne plus habiter avec leur famille depuis maintenant 15 jours, 3 semaines. Certains habitent sur des bateaux-mouches, sur la Seine, prêtés par des associations pour ne pas entrer en contact avec leur famille. C'est ça aussi qu'il faut gérer en plus et qu'il faut rappeler aux gens. C'est la pression du quotidien dans les hôpitaux avec les patients, mais aussi cette frustration d'être coupé du monde réel et avec sa famille aussi. Alors, il y a la frustration d'être coupé de sa famille, la frustration quand on est encore avec sa famille, d'avoir peur de les contaminer, surtout quand on n'a pas ces protections. C'est-à-dire que quand on se sent en insécurité au sein de son métier, de son travail, et d'avoir le sentiment de le faire le plus correctement possible et au fond de ses tripes, on donne nos tripes pour les patients, on donne vraiment tout ce qu'on peut, mais de ne pas avoir cette sécurité, c'est sentir vide, nu, je dirais presque, si on peut aller par là. Guillaume Bigot sur le récit de Cathy Le Gac. Ce qu'on comprend bien, c'est que c'est vraiment la France de ceux qui n'étaient rien, souvenez-vous. C'est cette France-là qui est en train de sauver la France en réalité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont les gens à qui on a envoyé les CRS, les canons à eau. Je n'ai pas dit que c'est les gilets jaunes, mais enfin, il y a quand même les infirmiers, les brancardiers, les médecins qui demandaient à corps et à cri. Souvenez-vous, avant que n'éclate la pandémie à proprement parler. Voilà, donc en réalité, on se rend compte à quel point, finalement, il y a un retard à l'allumage, mais c'est là aussi tout le trouble en fait, des autorités, c'est que la stratégie, le cap qui avait été donné, c'est-à-dire l'Europe, on voit bien ce qu'il en est, l'Allemagne, les Pays-Bas, on dit tout de suite on refusera de payer. Ensuite, la question, par exemple, du marché mondial, de ne plus produire ici, d'aller produire à l'autre bout du monde parce que c'est moins cher. Ah oui, mais là, on a un problème de masque. Le problème de la dette, il faut tout rembourser et tout miser sur le remboursement de la dette. Oui, donc on déstocke, on n'a plus de stock stratégique. L'absence de frontières, le virus n'a pas de frontières. On voit bien que tous les pays du monde ferment leurs frontières. Le public, c'est pas bien, le privé, c'est bien. Bon, heureusement qu'on a encore l'armée, on a encore des réseaux ferroviaires, on a encore services publics hospitaliers. Les premiers de cordée sont bien contents finalement d'avoir les derniers de cordée qui vont leur sauver la vie. C'est là où je pense qu'il va y avoir une colère qui va monter parce que c'est une logique qui va changer. Et on entend déjà une sorte de révisionnisme en disant « mais regardez, il y a quand même trop de dépenses sociales en France ». Il est temps de dire que les dépenses sociales, les charges sociales sont le reflet d'une stratégie qui a tout misé sur les délocalisations. Quand vous avez des délocalisations, vous avez beaucoup de chômeurs, vous avez peu de croissance, vous avez peu d'argent qui rentre dans les caisses. Vous ne produisez plus rien, vous vous appauvrissez, vous avez donc des dépenses sociales. Les dépenses sociales et la dépense publique énorme qui est due au remboursement de la dette et aux dépenses sociales ne sont pas une cause, c'est une conséquence d'une stratégie qui était celle de tous les gouvernements depuis 30 ans et que Macron voulait accélérer. C'est pour ça qu'ils sont pris au dépourvu. Dans cette lutte contre le coronavirus, Guillaume Bigot, il y a aussi un engagement sans précédent des services de santé et de sécurité pour les transferts des malades des zones pratiquement saturées en direction de l'ouest de la France principalement, par train, par hélicoptère, par bateau même depuis la Corse. Regardez, 344 transferts entre le 18 mars et le 2 avril en Île-de-France au cours des 3 derniers jours. Ce sont 163 malades qui ont été évacués. L'agence régionale de santé entend poursuivre les transferts durant tout le week-end, mais à un rythme moins soutenu. Cathy Le Gac, ces transferts qui ont été opérés par des équipes SMUR, par des pompiers, je le dis, dans des trains, dans des hélicoptères, c'est sans précédent ce qu'on a vu dans le pays. Ces transferts, ça a permis de sauver des vies concrètement?
Certainement, parce que du coup, ça a libéré des lits à Paris et en Ile-de-France. Et dans le Grand Est. Et dans le Grand Est. Et donc, du coup, on a pu prendre des patients qui venaient et qui s'aggravaient très vite et qu'on ne pouvait pas transférer. Les patients, la plupart qu'on a transférés, c'est ceux qui étaient dits stables. Stable, parce qu'il fallait quand même gérer le transport avec des équipes, mais on a vu 2-3 brancards arriver dans les réanimations, prendre les patients. Et puis ces images des brancards rentrés dans les TGV qui ne sont pas du tout adaptés. Pas du tout adaptés, enfin, c'est très fort, enfin, c'est des équipes qui sont habituées à le SAMU, ils sont habitués à être dans la promiscuité par moment et à avoir des situations particulières, mais là c'était encore plus particulier. Mais nous, dès que ça partait, ça re-rentrait derrière. Enfin, ça va vite. Il faut prendre les patients très vite, il faut nettoyer très vite. Et puis ce manque de matériel. Mais quand je parle les pouces-seringues, l'autre jour, on avait le SAMU. J'ai que 2 pouces-seringues, il en fallait 3. Et ça, il y a un vrai problème d'anticipation de cette crise. Moi, je comprends pas qu'au mois de janvier, on n'ait pas tout anticipé, même au mois de décembre. On a cru que la Chine était loin et que jamais ça nous arriverait dessus. Ce sont les propos d'Agnès Buzyn. Et c'est juste pas possible. Il n'y a aucune anticipation. Tout est au jour le jour. Là, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de casaque, il n'y a plus de curare, il n'y a plus d'hypnotique. Enfin, tout est au dernier moment et nous, on doit s'adapter à ce problème qui, moi, est vraiment de la responsabilité du gouvernement. Daniel Simeka, sur ce que raconte Cathy Legage, je rappelle que vous êtes médecin généraliste. Moi, ce qui me frappe, c'est le nombre de personnes infectées au sein de la PHP. Vous pouvez nous rappeler justement les chiffres? Alors, les chiffres qu'on a eus le 1er avril, c'était le 2 avril, 1850 personnels hospitaliers de l'assistance publique infectés par le Covid-19, 4 qui sont en réanimation. Et vous avez tous été testés ou pas, l'assistance publique? Non, on n'est pas testés. Vous vous rendez compte aussi On n'est pas testés. On est testés. 200 en seulement quelques jours? Et 200 en une journée. Daniel Simeka. On est testé que si... Oui. Pardon. Allez-y. On est testé que si on a des symptômes. C'est-à-dire que si on a un pic fébrile, si on a une petite toux, mais là, moi, par exemple, j'ai une collègue, elle a juste eu comme symptôme absence d'odorat et de goût. Elle a quand même, comme elle était au sein de l'hôpital, elle a été aux urgences, on a quand même voulu la tester, mais on a de ses collègues qui refusent de tester. Daniel Simeka. Oui, moi je suis frappé par les capacités d'adaptation du corps sanitaire dans son ensemble. Qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, effectivement, moi je partage un petit peu ce qui a été dit par Guillaume, à propos de toute l'antériorité. Il y a eu une loi HPST qui a complètement déshabillé le service sanitaire en France. On s'en aperçoit maintenant, on ne va pas mettre tout sur le dos du gouvernement actuel parce que c'est une longue histoire. Et donc le système qui s'adapte le mieux, qui est le plus fluide, le plus plastique, c'est quand même encore les soignants qui ont été capables de changer un étage qui est consacré à telle pathologie ou à telle spécialité médicale, de le transformer même parfois en des service bureaux Covid. Daniel, même parfois des bureaux. Absolument. Et j'ai eu, moi personnellement, qui suis du côté de la ville, à soigner donc des soignants. Je pense à 2 infirmières et qui, dès qu'elles ont été mieux, elles n'avaient qu'une obsession, reprendre le boulot. Et combien gagnent ces gens Combien gagnent ces gens? On a refusé. Une infirmière, ça gagne combien? En début de carrière, week-end inclus, net, 1 600 €. Oui, mais vous êtes des riens, vous n'avez pas fait de start-up, c'est normal. C'est vrai, on est des riens. Ça faisait 1 an, je reprends, ça faisait 1 an qu'on réclamait. Ça faisait 1 an qu'on disait, s'il y a une crise sanitaire, on va droit dans le mur. Est-ce que vous avez perçu quelque chose d'ailleurs depuis? Non, alors il y a 15 jours... Vous avez promis 50 €, c'est ça, non? Alors il y a Martin Hirsch, notre directeur, qui dans la fonction publique, il n'a pas de levier de rémunération. Donc il nous avait promis une indemnité travaux dangereux, mais pour l'instant elle n'a pas reçu, de 53 €. Ouais. Mais cette indemnité de travaux dangereux, ceux qui travaillent déjà en réanimation l'ont déjà. C'est dérisoire, 53 €. Mais c'est pas à la rigueur, là c'est toute une logique en réalité qui est mise au jour. C'est une logique qui ne va pas, qui est cul par-dessus tête, qui est mise au jour parce que les scientifiques qui cherchent des molécules actuellement, combien ils sont payés en réalité? Combien sont payés les professeurs d'université? Combien sont payés les officiers, même les officiers supérieurs de l'armée française? Combien sont payés les pompiers, etc., etc. La liste est très très longue. Donc il y a vraiment une espèce d'inversion des valeurs et c'est ce dont on se rend compte. Si on peut remettre la carte des mesures sanitaires et
des dispatchs, un instant, je trouve qu'elle est très intéressante cette carte parce qu'elle montre ce que c'est qu'une nation. Là, en plus, il n'y a pas l'outre-mer, mais l'outre-mer est bien évidemment concerné. C'est-à-dire que nous sommes tous français. Qu'on soit en outre-mer ou qu'on soit dans toutes les régions. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ce que les Romains appelaient l'affectio societatis. Il y a quelque chose qui nous lie, on appartient à un même peuple. C'est la raison pour laquelle, on dépense de l'argent les uns pour les autres et on accepte de le faire. On voit bien que ça n'arrivera jamais en Europe. Et la deuxième chose, c'est qu'on a finalement, c'est un pour tous, tous pour un. C'est ça un peuple, en fait. C'est ça une nation. Et c'est ça un État. Et là où est la folie, c'est de vouloir considérer par idéologie que ça serait la même chose en Europe. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. En toile de fond, il y a ce week-end de contrôle renforcé sur tout le territoire français, justement, en vacances sous surveillance. C'est ce que titre ce matin le Parisien aujourd'hui en France, si vous ouvrez la presse. Objectif, dissuader les départs en vacances et faire absolument respecter le confinement qui doit durer et surtout pas fléchir. Sur le terrain, c'est plus de 160 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés. Dispositif exceptionnel. Ozlem Unal, on vous retrouve ce matin avec Florent Ferraud depuis le péage de Fleury-en-Bière en Seine-et-Marne. Lieu stratégique, Ozlem, en direction du sud de la France. Les gendarmes sont donc pleinement mobilisés. Oui, tout à fait. Et nous sommes là avec Florent Ferraud depuis à peu près 7 heures du matin. Et je peux vous dire que globalement, c'est assez calme, à tel point que de temps en temps, on entend les oiseaux chanter. Les contrôles se font juste ici. Vous voyez une partie des gendarmes en première ligne. Donc, ils contrôlent les automobilistes. Ils vérifient qu'ils aient bien sur eux leur attestation qui leur permet de se déplacer. Sinon, c'est la verbalisation. La verbalisation, justement, elle se fait de ce côté, où vous voyez à l'image le reste des troupes. Au total, c'est 25 gendarmes qui sont mobilisés ce matin. Ils vont être mobilisés durant tout le week-end. Donc je vous ai dit 135 € la verbalisation et l'obligation de faire demi-tour. Et pour être sûr que les automobilistes fassent bien demi-tour, vous voyez, vous avez même des motos. Tout à l'heure, on a vu des gendarmes escorter à moto un automobiliste pour prendre la direction de Paris. Alors on a discuté avec des automobilistes qui globalement trouvent ça justifié. Des automobilistes qui ce matin sont très bons élèves. Je vous propose d'en écouter une justement. Je dépose ma fiche chez son papa. On fait la moitié du chemin en fait. Il faut avoir une dérogation quand même, il y a quand même plusieurs cases à cocher. Il faut avoir ses papiers d'identité et puis les présenter. Et une fois que c'est présenté, on vous laisse passer. Ça a été annoncé depuis 2 jours, on parle que de ça. Donc on parle surtout que les parents ne doivent pas partir pour aller en vacances, c'est surtout ça. Mais on ne parle pas assez souvent de la garde des enfants. Et là en fait, je me suis dit, bon, je fais l'attestation, je la remplis correctement. Je prends la route et puis bon, on verra bien. Et en fait, qui contrôle, oui, c'est bien, c'est parfait. Donc des franciliens globalement bons élèves et des gendarmes qui sont ici sur le terrain tout le week-end. Au total, en Ile-de-France, il y aura 8000 forces de l'ordre et militaires, de jour comme de nuit. Un dispositif qui sera renouvelé la semaine prochaine, mais avec moins d'hommes cette fois-ci. Merci beaucoup, Ozlem, avec les images de Florent qui vous accompagne ce matin. Bonjour Pierre Barbin, on vous retrouve en direct depuis la gare Montparnasse avec les images de Jimmy Ucheon. On l'a vu, Pierre, contrôle renforcé sur les routes. C'est aussi le cas dans les gares parisiennes depuis ce matin. Pierre, racontez-nous. Oui, vous le voyez derrière moi et ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les consignes semblent être respectées ici. Il faut le dire aussi, il y a très peu de voyageurs ce matin. La raison, elle est simple, c'est qu'il y a seulement 6 TGV qui partent de la gare Montparnasse aujourd'hui. Mais vous le voyez, des contrôles sont effectués. Les forces de l'ordre sont là malgré le faible nombre de voyageurs. Tous les voyageurs passent donc ici par ces entrées. Ils doivent, comme vous le voyez sur ces images, présenter leur titre de transport, leur carte d'identité, puis leur attestation de déplacement. Ces contrôles, ils sont effectués pour faire respecter le confinement et pour empêcher, bien sûr, vous le savez, tout départ en vacances de ces Parisiens, de ces Franciliens. Mais pour l'heure, il faut le dire, ces voyageurs, ils semblent être disciplinés puisqu'en 1h30, une seule verbalisation a été effectuée. Et c'est bon signe. Et ça nous rend heureux ce matin. Restez chez vous, sauvez des vies, on ne le répétera jamais assez. Merci beaucoup Pierre Barbin avec Jimmy Ucheon. On marque une pause et on revient à notre invité via Skype dans quelques instants. Vincent Maréchal, il est professeur de virologie à la Sorbonne Université. On lui posera toutes les questions, bien sûr, sur ce coronavirus Covid-19. Bonjour Vincent, on vous retrouve dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite. Dites encore? Un astro? Un loto? Ah, Golden Animals. Tu le connais pas celui-là? En même temps, avec 80 jeux, t'as pas fini de t'amuser.
Pour tous les découvrir et tenter de remporter des millions d'euros, vous aussi téléchargez l'appli FDJ. FDJ. Et tu sais, sur Maxouti, on vend aussi des habits. Maxouti.com. Équipement, protection, habitat, bricolage, outillage professionnel. Écoute, si t'es bien comme ça. Maxouti.com. Besoin d'ensoleiller vos matins d'hiver? Redécouvrez notre gamme d'agrumes pressés, riche en vitamine C. Tropicana. Il est mort, oui ou non? Création originale. Le Bureau des légendes, saison 5 inédite. Lundi 21h seulement sur Canal+. Votre gaz trop cher? Dites stop et bénéficiez de moins 15% sur le prix de votre gaz. Appelez vite le 32 94. Eni, élu meilleur fournisseur énergétique de l'année. Ce soir, c'est moi qui décide. On finit toujours par se mettre d'accord autour de la TV d'Orange. Orange. Entrepreneur, on ne vous lâchera pas. Prenez dans votre banque le prêt garanti par l'État. Il peut représenter l'équivalent du quart de votre chiffre d'affaires 2019. Renseignements auprès de votre banque habituelle et sur bpifrance.fr. Et on dit bonjour à Vincent Maréchal qui nous rejoint via Skype ce matin. Bonjour Vincent, professeur de virologie à Sorbonne Université. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, première question Vincent, puisque vous êtes professeur en virologie. Est-ce qu'on en sait un peu plus depuis quelques jours sur ce fameux Covid-19 qui nous fait tant suer? On va le dire comme ça. On apprend chaque jour un petit peu plus de ce virus. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'on a un certain nombre de questions immédiates qu'on essaye de traiter, et puis des questions qu'on veut essayer de traiter sur le moyen long terme. Aujourd'hui, les questions immédiates, c'est dans nos pharmacies, quelles sont les molécules qui sont actives sur le virus. Donc il y a un effort dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler, donc qui est d'essayer vraiment de trouver des molécules actives. Alors on parle beaucoup d'hydroxychloroquine, mais il y a d'autres molécules qui sont en cours d'essai. Il y a un grand essai européen qui s'appelle Discovery, dont on attend beaucoup. Et donc ça, c'est une urgence, parce que ces molécules antivirales, on en espère deux choses. D'une part, qu'elles permettent d'éviter les formes les plus graves, et d'autre part, qu'elles diminuent la quantité de virus sécrétés par les porteurs. Donc c'est un rôle majeur également dans la réduction de la circulation du virus dans les populations. Donc ça, c'est une vraie urgence. La deuxième urgence importante, c'est d'avoir une cartographie épidémiologique de la situation en France. Il est absolument essentiel qu'on arrive le plus tôt possible à savoir combien de personnes ont été infectées, quelles sont les personnes qui ne sont pas infectées, parce que c'est ce qui risque de déterminer la politique de déconfinement. Donc il y a un énorme travail dans les semaines qui vont arriver, qui reposera sur l'identification des gens qu'on appellera en infection active, qui n'auront pas encore d'anticorps, mais qui seront susceptibles de transmettre le virus. Les gens qui ne l'ont pas du tout rencontré, qui sont effectivement les plus à risque de développer une infection. Et puis les gens qui sont infectés, qui ont développé des anticorps et pour lesquels on espère qu'il y a une protection durable. Alors ça passe forcément par des tests, Vincent. On entend tout et n'importe quoi sur les tests. Non mais c'est vrai, il faut en faire, il faut pas en faire, il faut faire que les personnes âgées, que les jeunes. Le déconfinement, on va pas en parler s'il vous plaît, parce que c'est pas d'actualité. Vous allez pas me dire que j'ai faux sur ce sujet. Les tests, c'est quoi alors? On en fait quand, comment et pourquoi surtout?
Alors le problème, si vous voulez, c'est qu'on a l'impression d'abord que le test est une solution à tout. Un test, c'est un élément qui va apporter une réponse. La réponse n'a d'intérêt que si la question est correctement posée. Donc on dispose aujourd'hui de deux types de tests, des tests qu'on appelle des tests virologiques directs. La question que l'on pose, c'est est-ce que la personne, à l'endroit où on fait un prélèvement, est porteuse de virus. Donc la question ici est vraiment de savoir si d'une part la personne est infectée par le virus, mais aussi éventuellement d'évaluer sa capacité à transmettre le virus autour d'elle. Donc c'est un test qui se fait par un écouvillonnage nasal dans un premier temps. C'est un test qui peut sembler paradoxal parce qu'en fait il peut être assez fréquemment négatif alors que l'on sait par ailleurs que la personne est infectée, tout simplement parce que le virus commence son cycle dans la zone ORL, au niveau du nez, au niveau de la zone oropharyngée, et ensuite le virus descend dans la région pulmonaire. Et donc nos collègues cliniciens savent bien aujourd'hui qu'on peut avoir des patients avec des formes pulmonaires marquées, avec du virus pulmonaire, mais un test au niveau du nez qui est déjà négatif. Donc encore une fois, il faut bien voir ce qu'on attend de ce type de test. L'autre série de tests qui, moi, à mon avis, me semble plus importants pour la suite, ce sont les sérodiagnostics. Alors, que se passe-t-il quand vous êtes infecté? Vous avez une phase dans laquelle le virus va se multiplier dans votre organisme et il va stimuler la production d'un certain nombre de cellules spécialisées qui vont lutter spécifiquement contre le virus. Donc ces cellules vont notamment pour certaines produire ce qu'on appelle des anticorps, qui sont des molécules qui vont être capables spécifiquement de s'accrocher sur le virus et éventuellement de bloquer son action. Et ces anticorps n'apparaissent qu'après une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Il y a deux types d'anticorps qui apparaissent. Des anticorps qu'on appelle les IgM, qui apparaissent très vite, qui sont une première barrière et qui nous disent que l'infection est récente. Et puis assez rapidement, une deuxième catégorie d'anticorps qui apparaissent plutôt vers 3 semaines, 1 mois, qu'on appelle des anticorps de type IgG, qui eux sont en général à l'origine d'une immunité qui peut être une immunité durable. Il est très important d'avoir ces informations-là parce qu'on va pouvoir savoir, même plusieurs semaines ou plusieurs mois après, qui a été en contact avec le virus. Et vous le savez, près de 80% des gens qui sont infectés ne vont pas développer de signes cliniques ou développeront des formes sans signes cliniques majeurs. Et donc, il est important de pouvoir identifier ces personnes-là. Quelques mots, parce qu'on court après le temps. Vous savez, il y a ces chiffres du nombre d'admissions en service de réanimation quotidien qui baisse depuis lundi. Depuis ce matin, moi je parle sur ce plateau de doux espoir. Est-ce que je raconte n'importe quoi ? Écoutez, il faut prendre le verre à moitié plein toujours. C'est toujours une bonne nouvelle, notamment pour les personnels soignants, pour les services hospitaliers qui sont en tension, de voir arriver moins de cas. Moi, je me garderais bien de faire des prédictions, encore une fois, sur la tendance durable de cet effet, sur sa signification. On va attendre quelques jours. On sait que le confinement va évidemment permettre de réduire la circulation du virus en ville, sur les lieux de travail, dans les transports. Mais on sait aussi que le confinement risque de favoriser les cas à domicile. Puisque quand vous êtes enfermé pendant 15 jours ou 3 semaines avec quelqu'un qui est infecté, qui va éventuellement produire du virus, et ben vous risquez à la maison, après une semaine, après 15 jours, de contracter vous-même le virus. Donc on est en train de déplacer la problématique de la transmission du virus, en la réduisant très probablement, c'est en tout cas ce qu'on espère, mais on aura des cas à domicile aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vont se faire contaminer au moment du confinement. Mais on reste bien sûr chez soi et le confinement, bien sûr, ça permet de réduire la prolifération de ce virus. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct ce matin. Vincent, je remercie mes invités qui étaient avec moi également sur ce plateau ce matin. Daniel Simeka, Cathy Legac et Guillaume Bigot. Ainsi se refaire la matinale week-end en ce samedi. Ne bougez pas, dans quelques instants, c'est le best-of de Morandini Live avec Jean-Marc Morandini que vous retrouvez du lundi au vendredi. Je vous retrouve de 11h à midi en direct pour un bonjour Docteur Millot spécial coronavirus avec bien sûr Brigitte Millot. Prenez soin de vous. Merci de votre confiance. À tout à l'heure. Retrouvez la météo avec BWT. Des solutions pour l'eau de votre maison, de vos boissons et de votre piscine. BWT, Best Water Technology. Le temps sera dégagé, le soleil dominant sur l'ensemble de la France ce matin, sauf dans le nord du pays où de la grisaille est attendue. Du côté des températures, il fera moins 2 degrés à Nancy, Clermont-Ferrand et au Puy-en-Velay, bien loin des 8 degrés attendus à Nice. Cet après-midi, l'ensemble du pays sera ensoleillé avec quelques nuages dans le nord de la France. Des rafales de vent sont attendues sur la pointe bretonne et en Corse. Il fera 16 degrés à Nancy, Caen et Perpignan cet après-midi. Les températures seront printanières sur la côte atlantique, avec 22 degrés attendus à Bordeaux et Biarritz.
C'était la météo avec BWT. Des solutions pour l'eau de votre maison, de vos boissons et de votre piscine. BWT, Best Water Technology. Bonjour et bienvenue sur CNews en ce samedi à situation exceptionnelle, numéro exceptionnel de Morandini Live aujourd'hui, puisque nous allons bien évidemment revenir largement sur la crise sanitaire que traverse la France. Reportage, invité, questions, on est là pour vous. Voici donc le début de cette émission spéciale. On va commencer en posant une question qui circule beaucoup en ce moment. La question est simple, le virus est-il dans l'air? Est-ce que ce virus peut survivre dans l'air? Et si on pose cette question, c'est parce que pendant la conférence de presse du Premier ministre samedi, la professeure Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, s'est posée elle-même la question. Et sa réponse est assez inquiétante parce qu'elle dit qu'elle ne sait pas. Donc voilà un peu les choses que l'on sait. Il y a donc beaucoup de choses que l'on ne sait pas, ce qui nous appelle à beaucoup d'humilité. Et peut-être parmi les questions que se posent beaucoup d'entre nous, c'est est-ce que le virus est présent dans l'environnement? Est-ce qu'il persiste en particulier longtemps dans l'air, sur les surfaces inertes, etc. Eh bien ça, on ne sait pas. On sait que l'on peut trouver du virus, mais on ne sait pas si ce virus est infectant. Voilà, docteur Jean-Michel Cohen, c'est inquiétant de pouvoir imaginer que le virus est dans l'air. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait l'attraper simplement en passant dans une pièce où est passé quelqu'un qui était atteint de ce virus? Alors elle le dit à juste titre, il n'y a pas de garantie sur le fait que ça soit impossible, mais en fait il y a un petit doute. Et c'est tout le problème à l'heure actuelle de ce virus, c'est l'inconnu. Que les gens soient très grands spécialistes du sujet, comme les infectiologues, ou moins spécialistes, en fait il y a beaucoup de questions auxquelles on ne répond pas. A priori le virus ne vole pas, c'est-à-dire il n'a pas d'ailes pour s'envoler d'un endroit à l'autre. Par contre sur les surfaces, malgré tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, c'est-à-dire que le virus pouvait durer entre quelques heures et 4-5 jours, on a une remise en question et on se demande s'il ne dure pas plus longtemps ou si sa durée de vie elle est moins importante que celle qu'on croyait. Donc on n'a pas de réponse à cette question. Pour le moment, on se contente de continuer les mesures barrières, point barre. Mais ça veut dire que la distance d'1 mètre pourrait ne pas suffire? À la limite, c'est ce qu'elle est en train de dire. Donc, oui, c'est ça. Si elle dit ça, elle pose un énorme problème parce que ça signifierait que le confinement ne servirait pas à grand-chose finalement. C'est-à-dire qu'il épargnerait un peu les choses, mais il ne servirait pas autant que ce qu'on a imaginé. Donc là, il faudra qu'on ait une réponse. A priori, mais on ne fait pas de pronostic là-dessus parce que chaque fois qu'on a fait des pronostics, on s'est planté. A priori, je dirais, il ne vit pas dans l'air. Mais pourquoi elle pose la question? C'est étonnant parce qu'on est quand même dans un discours officiel, c'est un communiqué officiel, cette conférence de presse du Premier ministre, et elle vient et elle évoque ce problème qui était très peu évoqué au fond de la survie dans l'air. Et tout à coup, elle met le doute. Oui, et alors c'est assez maladroit de sa part, parce que si on pose la question aux autres infectiologues, ils vont vous répondre